Alors, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette saison 2 des matinales des leaders éclairés. D'abord, merci à tous les fidèles qui nous suivent au fil des temps et au fil des saisons, puisque c'est déjà la saison numéro 2. Je vais remercier notre partenaire Mediapresse qui s'appelle le magazine Décideur, magazine national, le réseau féminin PWN qui nous accompagne depuis 2 ans déjà, et puis notre agence de communication Mouvement Perpétuel. Voilà, on accueille aujourd'hui Philippe Rivière, qui est CEO du groupe ACI, et qui va effectivement nous expliquer comment il a créé la start-up industrielle qui brise les codes et réinvente le leadership. Donc, Philippe, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci, Philippe. Alors, comme à chaque matinale, je vous invite toutes et tous à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Et j'ai demandé à notre invité de s'en emparer dès qu'il souhaite pour pouvoir y répondre. Donc, on attend un petit moment, comme à chaque fois, et pendant ce moment, j'en profite effectivement pour vous parler de l'actualité de notre écosystème de la Fabrique des leaders éclairés. Donc, pour ceux qui aujourd'hui nous découvrent, eh bien, la Fabrique, c'est effectivement, je dirige, moi, je suis Muriel Montagnier, je me présente. Je dirige depuis 10 ans mon cabinet que j'ai créé qui s'appelle HMR Consulting, et nous sommes cabinet de conseil en management, et je suis fondatrice de la Fabrique des leaders éclairés. La Fabrique des leaders éclairés, c'est quoi? C'est un écosystème unique de croissance de leadership pour les dirigeants et leur entreprise. Donc, nous apportons des solutions innovantes pour faire quoi? Pour réinventer le leadership. Vous savez, comme moi, et si vous êtes là et si vous suivez cette matinale, c'est que le leadership pour vous a un intérêt. Vous savez qu'il accompagne les visions d'entreprise, que c'est une colonne vertébrale extrêmement importante pour réinventer nos business models, réinventer notre manière de travailler et déployer dans l'entreprise ce leadership pour répondre aux enjeux actuels et aux enjeux futurs. On porte aussi avec nous une mission sociétale très forte, c'est celle de promouvoir un leadership éclairé, d'où le nom. Alors éclairé, mais surtout éclairant. Éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leadership que nous promouvons, c'est celui qui va avoir 3 dimensions. Une dimension, il est un équilibre entre une dimension de puissance qui engage, entre une dimension de sens qui donne la voix, et puis une dimension de présence qui permet la coopération et la collaboration. Et puis le leadership responsable qui préserve les équilibres sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc voilà la vocation. Un peu d'actualité par rapport à notre écosystème. Donc dans cet écosystème, nous, on accueille plusieurs typologies de personnes. On accueille d'abord les dirigeants en tant qu'individus, dirigeants et membres du CODIR, qui souhaitent justement à la fois, qui souhaitent grandir. Et on a conçu pour eux des parcours expérientiels de coaching de leadership, c'est-à-dire qu'on a revisité le coaching traditionnel, qui est plutôt une approche cognitive, en utilisant des clés d'entrée par le corps, avec des chevaux, des arts martiaux, de la musique. Et on constate qu'aujourd'hui, au travers de cette approche par le corps de coaching, on constate que les résultats obtenus sont 5 fois plus rapides et surtout plus durables que lorsqu'on fait du coaching traditionnel. Donc ça, c'est vraiment ça. C'est on revisite les choses, c'est ça, réinventer les choses. Des masterclass, bien sûr, du coaching et de l'SOS Executive Coach, avec des coachs de haut niveau qui vont répondre à des interrogations, à des problématiques avec une réactivité forte du dirigeant d'entreprise. La deuxième chose, c'est pour un dirigeant, rentrer dans l'écosystème, c'est aussi s'engager. Et on lance officiellement notre think tank le 20 septembre. Donc, vous pouvez encore postuler pour nous rejoindre. Et je vous invite à lire le manifeste sur le site de la Fabrique des leaders éclairés. Donc voilà, s'engager. Et là, on va effectivement promouvoir et voir comment, c'est quoi l'entreprise qui va pouvoir à la fois répondre aux attentes des jeunes générations et à la fois préserver les équilibres people, planète, profit. Donc, on va être vraiment… il y a beaucoup de thèmes qui sont sur l'environnement, mais on va être plutôt sur le domaine social et sociétal, parce que vous savez comme moi que c'est un enjeu qui est très fort, compte tenu en plus du contexte d'inflation aujourd'hui. Autre actualité, le club d'agitateurs d'idées, un format aussi très innovant, qui est là, nous avons déjà lancé certains cercles, le prochain, il sera le 23 septembre, celui du mois de juin est complet. Donc, on ouvre un prochain cercle et là, il reste simplement 5 places. Il n'y a que 10 dirigeants par cercle. Donc, on vous invite là aussi à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, nous accueillons aussi des équipes de direction qui suivent des parcours que l'on fait sur mesure pour s'assurer que
Dans le déploiement, les équipes de direction vont pouvoir, qui sont le premier rouage, vont pouvoir grandir ensemble et bien transmettre le leadership dans l'entreprise. Et puis enfin, on accompagne les équipes dans le déploiement du leadership dans l'entreprise. Voilà cet écosystème tel qu'il interagit aujourd'hui avec les dirigeants, les équipes dirigeantes et puis leur équipe. Dernier point, c'est éclairer. C'est tout le sujet des matinales qui nous anime aujourd'hui. Éclairer et surtout être éclairé. Et donc, on a choisi de le faire mensuellement, de mettre en lumière un dirigeant qui, pour nous, insuffle et a su réinventer le leadership et l'insuffle dans son entreprise. Ce n'est pas que de la com, il le fait réellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'accueillir Philippe. Et Philippe, tu vas nous parler, effectivement, tu vas nous dire, donc pour te résumer ta bio, parce qu'elle est très riche, effectivement, tu as 10 ans d'expérience dans des grands groupes industriels au niveau international, tu m'arrêtes si je commets des erreurs, dans l'aéronautique et la défense. Tu as créé ta première entreprise déjà, donc tu n'en es pas à ton premier coup, hein, comme on dit, en 2013, We Are Group, qui existe toujours. Et puis en 2019, tu as eu une vision, enfin tu vas nous expliquer, et tu t'es dit, je vais créer un groupe industriel différent de ce qu'on a l'habitude de faire, un groupe qui va casser les codes et rompre avec le modèle hiérarchique descendant de l'industrie traditionnelle. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette idée de fou que tu as eue? Alors, rebonjour à tout le monde, s'il y a pas mal de participants qui sont arrivés. Et encore une fois, merci de l'opportunité d'échanger avec tout le monde. Je vais essayer de raconter effectivement modestement et rapidement d'où est venue l'idée de lancer ACI avec mon associé Patrice, hein, puisqu'on est deux dans cette réflexion. C'est notre histoire. On a donc 2 parcours de vie, on va dire, professionnels importants. Un premier parcours, comme tu l'as résumé, dans un grand groupe et qui nous a permis, on va dire, d'acquérir l'ensemble des méthodologies, des outils et une compréhension également de l'ensemble des écosystèmes, ce qui est très, très riche et très important. Et ensuite, donc, une dizaine d'années en entrepreneuriat. Moi, j'ai fait pour ma part 8 ans sur des pays asiatiques, donc en plus du Nord et du Sud, hein, puisque c'était Singapour et Tokyo principalement, et donc avec des cultures très différentes. Et tout ça nous a nourris et nous a donné des convictions, puisque Patrice était également en Asie. Et on avait 3 convictions profondes quand on a décidé de lancer en 2019, et c'est important de le dire que c'était avant Covid, parce que vous allez voir que on va dire que la montée en puissance ou l'évolution d'ACI enfin la rapidité en tout cas était assez liée également aux différentes tout ce qu'on a pu subir entre Covid, entre la guerre d'Ukraine, etc., toutes les actualités. Donc les convictions, c'était premièrement qu'on a une industrie française qui est extrêmement forte. On a une éducation qui est très bien faite, donc on a vraiment des gens très performants, très efficaces. Et malgré tout ce qu'on pouvait nous dire qu'il fallait partir dans des pays low cost, il fallait partir sur l'international et de la globalisation, très souvent, on avait exporté, on avait lancé des productions sur différents pays pour d'autres questions que réellement des questions économiques, parce que quand on était l'ensemble du couple complet, ce qu'on appelle avec la logistique, avec le délai, avec les BFR, donc les encours qui augmentent, etc., c'était quand même, pour la plupart du temps, pas forcément une économie tangible. Donc, première conviction, on a un tissu qui est extrêmement fort, qui soit en termes d'assets, d'équipement ou en termes de formation et en termes de people. Donc, on se dit, on va revenir dans notre pays et on va être capable de travailler sur ce terreau pour pouvoir fidéliser et puis perpétuer une certaine économie industrielle. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a, et notamment We Are Group que tu as cité avant, mais ça m'est arrivé également sur d'autres entreprises, on était extrêmement dépendant d'un marché, voire d'un client, parce que quand on rentrait dans une supply chain, dans une chaîne de fournisseurs, sur du grand groupe, en rang 1, très souvent on était happé en termes de ressources par ce fournisseur. Il était très difficile de commencer à créer d'une part de la diversification dans le même marché, mais alors encore plus difficile d'aller sur d'autres marchés. Et donc dès le démarrage, l'avantage de démarrer de zéro, c'était de faire des filières, on va dire, bien structurées dans notre groupe, mais pour plusieurs marchés, justement pour assurer cette diversification. Et le troisième pilier, effectivement, c'était de se dire, on a ce terreau industriel qui est riche, qui est fort, mais souvent quand même sur une vieille industrie.
Et comment on fait pour faire le lien entre, et là je vais prendre par exemple le cas de Singapour, qui est hyper riche en French Tech, enfin ce qu'on appelle la French Tech, en start-upper, en nouvelles idées, pour le faire simplement, et donc des nouvelles filières d'avenir. Comment on réunit et comment on fait le lien et la jonction entre cette économie nouvelle qui est en train de naître et cette ancienne économie qui est toujours présente et qu'il faut préserver. Et donc on s'est dit, voilà, on va essayer de travailler par territoire, parce qu'on n'a pas la puissance aujourd'hui, le réseau et de toute façon les finances pour aller faire quelque chose au niveau national, mais on a sélectionné des territoires assez forts pour nous en tout cas, et notre ambition c'était celle-ci, c'était d'utiliser Stero pour le transformer sur des métiers d'avenir. Alors, sur le papier et en présentation, ça parle. En 2019, les premiers retours que nous avions, c'était Philippe, vous venez d'un monde industriel, soit aéronautique, soit défense, que vous connaissez très bien. Restez-y, soyez fort dedans. Ne vous dispersez pas. Bon, on disait, on ne va pas travailler ensemble alors, parce que nous, c'est notre conviction et on veut absolument ce que vous appelez disperser, qui aujourd'hui on dit diversité. Parce qu'on est, voilà, pour déjà une question de gestion des risques pour l'entreprise, ça nous paraissait très important. Et puis, force est de constater que quand le Covid est arrivé, on était extrêmement heureux d'avoir un certain nombre déjà de sociétés qui étaient dans des marchés différents, puisqu'on a des marchés qui ont explosé, des marchés qui se sont arrêtés. Et ça a été l'ensemble de ces équilibres qui ont fait que le groupe, avec juste une année de recul, a pu passer cette première crise, parce que, évidemment, pour nous, dans en tout cas la présentation de notre business plan, on était mis en danger, entre guillemets, par l'arrêt brutal d'un certain nombre d'activités. Donc, ça nous a donné quelque part raison, en tout cas d'un point de vue économique, sur cette première partie. Et ensuite est arrivé effectivement un certain nombre de réflexions au niveau politique et qui se sont accélérées avec malheureusement ces événements entre la Russie et l'Ukraine, de souveraineté qu'on appelle aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, dans notre démarche industrielle, on a un pilier qui s'appelle ET chez nous. Donc, c'est notre souveraineté économique, technologique et énergétique dès le démarrage. Et donc, c'est vrai que tout ça nous permet d'accélérer aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement, on va dire, une prise de conscience, malheureusement, qui s'est fait souvent dans le dur, mais qui donne raison. Mais enfin, j'aime pas vraiment dire ça parce que ça ne veut pas dire qu'on avait raison avant, mais en tout cas, qui nous donne raison d'un point de vue communication avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient financiers ou politiques, et donc qui accélèrent notre développement. Je prends un exemple tout bête sur la partie énergétique. C'est vrai que beaucoup de sociétés avaient mis en place du photovoltaïque sur leurs usines pour faire, entre guillemets, générer du cash, générer de la valeur. Bon, nous, notre première politique a été de générer de l'autonomie parce qu'on voulait être indépendant là-dessus et surtout figer et fixer un prix donc, pendant nos 15 prochaines années, parce qu'aujourd'hui, avoir quelque chose de volatile et qu'on ne maîtrise pas du tout, et qui représente aujourd'hui entre 4 et 5% quand même de notre chiffre d'affaires, était devenu pour nous un risque. Donc, dans une gestion des risques, on va dire au bon sens paysan de notre entreprise, on s'est dit, on a de la toiture, on a une 5e façade, on va l'utiliser et on va mettre ça en place. Et c'est vrai que faire financer ce type de projet en 2019-2020, ce n'était pas simple du tout. Aujourd'hui, toutes les banques veulent financer ce type d'activité et ce type de projet. Donc, on voit que les choses bougent assez vite. Et c'est vrai que notre, je pense, mindset multiculturel entre justement cette Asie du Sud et cette Asie du Nord, qui est encore une fois très, très différente, entre beaucoup de rigueur et beaucoup d'expérience sur le Nord et beaucoup d'agilité et beaucoup de souplesse sur le Sud. Je trouve que rapprocher et incarner aujourd'hui au sein de nos industries et de notre culture, en tout cas, fait une mayonnaise qui prend plutôt bien. Et donc, c'est vrai qu'ACI, en 3 ans, on fait 80 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. On est surtout 700 personnes, et ça, c'est super important, on est fiers de ça. Et on est sur trois territoires aujourd'hui d'industrie, le territoire stéphanois, le territoire de la vallée de l'Arve, le territoire du Grand Est, et on est en train de développer aujourd'hui le territoire de Belfort, avant d'aller sur le territoire de PACA. Donc, en gros, on a divisé la France en deux et on s'occupe de tout l'Est de la France par rapport aux différents marchés que l'on vise, qui sont donc les marchés de la défense, les marchés de l'énergie, les marchés de l'aéronautique. Et dans l'aéronautique, on fait à peu près tout, sauf de l'aéronautique commerciale. Donc, on fait de l'hélicoptère, on va faire de l'aviation d'affaires, on va faire du missile. Et puis, le dernier pilier qui est la partie médicale. Voilà, en quelques mots en tout cas, d'où on est venu, comment on l'a construit.
Et si je puis dire, les différents événements qui nous ont accélérés, parce que beaucoup nous disent, vous avez une croissance de l'hypercroissance. Alors, il y en a encore à qui ça fait peur, et je peux l'entendre, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à suivre avec les équipes autour de nous pour digérer cette hypercroissance. Mais il y a quand même urgence dans notre industrie. Si je puis dire aussi, malheureusement, le Covid a mis un gros coup à pas mal d'entrepreneurs qui sont fatigués, qui ont subi des chocs soit sociaux, soit économiques, voire les deux, qui sont difficiles à digérer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une multitude d'entreprises qui sont soit à risque parce que le dirigeant veut partir, soit à risque parce qu'elle est fragilisée. Et donc il y a une prise de conscience de mutualisation et de convergence sur au moins des tailles moyennes d'entreprises, sans aller vers les grands groupes. Et donc là aussi, ça nous est facilité en termes de négociation et de discussion pour intégrer des petites structures dans les nôtres, parce que déjà aujourd'hui, on peut être considéré comme un gros, et donc c'est le gros qui fait son marché, qui vient nous absorber, etc. Donc, bon, je pense qu'on connaît tous l'histoire. Donc il faut arriver à démontrer qu'on n'est pas dans ce type en tout cas de dynamisme, et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre un certain nombre d'actions en interne dans l'entreprise, mais également en externe avec notre décision d'être une entreprise à mission, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une image très forte que l'on donne au marché. Alors justement, Philippe, tu as su effectivement, tu dis, tu as brisé le premier code, c'est-à-dire avant c'était tu restes dans ton secteur et surtout tu es spécialisé dans ton secteur en fait. Et toi, tu as dit non, moi j'ouvre ça et je ne veux surtout pas être vraiment uniquement consacré sur un secteur et je me diversifie. Ça, c'était la première rupture que tu as eue. Et sur lequel on t'a dit non, nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, mais tu le fais et tu prouves que ça fonctionne. Et heureusement, parce que tu dis, dans ces périodes de turbulence qu'on vit, si tu t'étais concentré que sur un secteur d'activité, tu serais peut-être en très, très forte difficulté aujourd'hui, alors que l'ensemble fait que tu résistes. Donc ça, c'était une première, tu as cassé les codes. Mais pour faire ça, quand tu brises les codes, tu as dû aussi, certainement, et en parlant du leadership, parce que tu as une vision, je sais, du leadership qui est comment tu brises les codes à l'intérieur, c'est-à-dire comment tu fais, quel leadership tu crois pour que justement cette vision-là de diversification, d'ouverture, d'autonomie, je t'ai entendu dire ça tout à l'heure, puisse réellement s'incarner dans ton entreprise en fait. Voilà, est-ce que tu appliques les mêmes codes et les mêmes recettes sur l'entreprise, tu sais, comment on aime contrôle, ou tu as choisi d'autres modèles? Alors, effectivement, et ça va rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on va discuter avec un certain nombre de dirigeants aujourd'hui d'entreprises qui font 5, 10, 15 millions d'euros, mais qui sont souvent familiales ou voire qui l'ont créé. C'est jamais facile de se présenter en se disant c'est pas le groupe qui vient racheter la petite entreprise. Donc, on leur explique que dans notre organisation, même aujourd'hui à 80 millions d'euros, en centrale, on n'est que 6 personnes. Le central, il n'y a pas de bureau. Nous, on n'a pas de sièges sociaux. Parce que les 6 personnes sont tous les jours dans les usines. Parce qu'on est des gens de support. Donc, les entreprises que l'on rachète gardent leur totale autonomie. Nous avons 0 reporting demandé, puisque le seul reporting est économique et qu'on l'a complètement automatisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont 100% focus sur leur activité, sur leur travail au quotidien et donc sur le temps, on va dire, qu'ils ont à consacrer à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et donc, il faut vraiment faire ressentir et leur expliquer, leur montrer, entre guillemets, cette décentralisation qu'on a dans notre activité. Et nous, aujourd'hui, on est dans une décentralisation quasi totale, même en termes de prise de décision, puisque notre fonctionnement est plutôt de dire aujourd'hui, on vous a repris, on est capable de vous apporter un certain nombre d'outils ou de réseaux ou autres pour vous accélérer, vous aider. On n'est pas là pour vous aider ou refaire, entre guillemets, la partie industrielle que vous maîtrisez. Et donc, on va se concentrer sur ce qu'on peut vous apporter. Donc, le 1 et 1, il faut toujours qu'ils fassent un minimum 3, voire 11. C'est ce qu'on leur dit. Et donc, dans notre application de tous les jours, on est vraiment dans la prise de participation, la prise de décision au plus près du terrain. Et pour ça, il y a un code qui est extrêmement important, c'est le droit à l'erreur. Et chez nous, en fait, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, ça nous inquiète. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas d'initiative, c'est quelqu'un qui n'ose pas prendre d'initiative. Et s'il ne prend pas et s'il n'ose pas, c'est de notre faute. L'humain est fait pour quand même créer, bouger, réfléchir, etc. Et donc, s'il ne le fait pas, c'est qu'on a, nous, mis un écosystème, ou en tout cas, on a mis en place une organisation qui le limite, ou en tout cas, qui l'effraie et qui le met dans une situation d'inconfort permettant de prendre ses décisions.
Donc, on va plutôt se concentrer sur les endroits et les gens qui ne prennent pas et qui ne font pas d'erreur pour essayer de comprendre, parce qu'on sait que ça va stagner, ça ne va pas bouger. Et c'est là qu'on a un risque. Toutes les sociétés sur lesquelles il y a des erreurs, il y a des problématiques, voilà, ça veut dire que ça vit, ça veut dire que ça bouge. Alors évidemment qu'il faut les aider sur certaines erreurs, il faut apprendre, il faut former, il faut structurer. Mais voilà, très rapidement, si je puis dire, dans les premières acquisitions qu'on a fait, comme on est par territoire, les gens se parlent, on a vite été identifié comme une entreprise un peu atypique, et donc des dirigeants qu'on avait repris, on parlait à d'autres dirigeants en disant c'est surprenant, ils nous ont repris, mais alors je fonctionne comme avant, ils me laissent complètement libre, etc. Ils ne m'embêtent pas. Enfin, voilà, donc, et c'est souvent les questions qu'on me pose. Mais si on intègre le groupe, vous allez nous demander quoi? On va faire du reporting, on aura des réunions. Non, non, parce que nous, on fait que des choses qui créent de la valeur, et surtout dans je dirais dans un environnement dans lequel vous vous sentez à l'aise pour être vous-même, et donc mettre en avant l'ensemble de vos qualités et surtout nous dire ce qui ne va pas, là où vous avez des difficultés. Mais faites des erreurs, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça qu'on va tous progresser. Et c'est, je pense, la marque de fabrique, parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec l'ensemble des collaborateurs, ils nous disent, enfin, ils portent cette valeur auprès de leurs équipes en disant mais pourquoi tu n'as pas fait en fait? Fais, agis. Voilà. Et acceptons par contre l'erreur de l'autre côté. Et ce n'est pas chose simple. Hein. Même moi, parfois, je me remets en question parce que je dis oula, pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est bien, il a essayé. Bon, bah, même si, entre guillemets, ça me paraît complètement stupide et on aurait pu anticiper qu'évidemment on allait dans un mur, bah, c'est pas grave. Il a fallu passer par là pour apprendre et grandir et on est tous tombés avant de marcher. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous quelque chose qui est très important parce que si on n'a pas nos collaborateurs et nos managers qui sont dans cet état d'esprit, on pense en tout cas avec Patrice, et je pense que les résultats en parlent d'eux-mêmes aujourd'hui parce qu'on reprend quand même pas mal de sociétés qui ne sont pas non plus dans des résultats économiques mirobolants. Hein. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui dans le secteur qui sont à 15 ou 20 points d'EBITDA. Et on a quand même fait aujourd'hui notre 3e bilan et sur chaque bilan, on est à 10% de résultats nets sur l'ensemble de nos consolidés. Donc, c'est quand même une preuve en tout cas qu'on a des résultats économiques qui viennent, à mon avis, d'une implication forte de l'ensemble de nos équipes. Donc, oser, ça c'est le premier, effectivement, comme tu dis, c'est le porte-étendard en fait, et donner le droit à l'erreur, ce qui est le terreau favorable. Moi, il y a une chose que je note, que je trouve très intéressante dans ce que tu dis aussi, c'est ce changement de mindset d'un CODIR ou un COMEX qui se met au service d'eux. Tu vois, tu me dis, on est au service, il n'y a pas de siège social, c'est pas volontairement, on développe 2 choses, la proximité, et je sais parce que tu voyages tous les jours dans les sites et tu es jamais au même endroit en fait, parce que justement, tu as cette proximité, et je sais que les autres membres du COMEX l'ont aussi. Et cette notion de je me mets au service de. Ça, c'est un changement de mindset, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est pas au-dessus, mais tu es avec, en fait. Exactement. Mais en fait, dans nos reprises, on le voit parce que quand on reprend des sociétés qui étaient des sociétés indépendantes, on va dire que le fonctionnement se met très rapidement en place parce que d'abord, l'ancien dirigeant, il conserve et il voit qu'il a entre guillemets le même périmètre et la même autonomie qu'avant. Mais au contraire, il vient chercher du support chez nous. Là, on peut l'accélérer et l'aider. Mais par contre, quand on reprend des structures qui viennent de grands groupes, qui étaient des filiales, c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'évidemment, ils ont été contraints dans une organisation, dans des processus souvent beaucoup plus rigides et beaucoup plus stricts. Et donc là, leur expliquer que du jour au lendemain, ils peuvent se permettre de sortir de ce cadre, qui peuvent se permettre donc d'ouvrir entre guillemets le champ des possibles. Et là, c'est un petit peu plus dur, donc il faut qu'on les accompagne, etc. Parce que dans un premier temps, ça leur fait peur. Parce que je pense qu'ils ne croient pas forcément à nos paroles quand on leur dit vous avez droit à l'erreur, vous inquiétez pas, derrière, il vous arrivera rien. Donc c'est le premier point. Et puis le deuxième point, voilà, quand on éduque des gens ou des organisations dans des processus, c'est tout aussi difficile de les éduquer que de les déséduquer, entre guillemets. Donc, on a un temps d'apprentissage et d'intégration qui est beaucoup plus long, et même si c'est des petites filiales. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait même attention aujourd'hui dans nos acquisitions par rapport à ça, parce que voilà, on sait qu'il y a des entreprises sur lesquelles on sera très difficilement, voire incapable de faire un retournement rapide, parce que le mode de fonctionnement de l'entreprise est tellement opposé au nôtre que là, on partira de trop loin. Donc voilà, ça fait effectivement partie aujourd'hui des points de nos sélections
de sociétés capables d'intégrer notre groupe. D'accord. Oui, donc elles doivent correspondre à ces valeurs et à ce mode de fonctionnement, en fait. C'est ça que tu dis, c'est que si tu as cette lecture-là, ça te sert de boussole, ça sert de boussole de prise de décision de est-ce qu'on est loin ou pas du mode de fonctionnement qu'on veut donner au groupe, en fait. Culturellement, est-ce que la culture va permettre de faire prendre la greffe? Exactement. C'est ça que tu dis. Oui, tout à fait. Alors justement, ce leadership, puisque c'est un de tes piliers, je sais que c'est important, tu l'as mis dans ton ADN, en fait, dans ta vision, dans ce leadership que vous voulez incarner, qui est cette colonne vertébrale qui va accompagner ta vision, ce leadership responsable, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi, en fait, pour vous? C'était la prise de décision de se transformer quasi au bout de 2 ans, hein, quasi immédiatement, société à mission. C'est pour nous d'aller au-delà de l'aspect RSE, c'est-à-dire que notre impact avec Patrice dans la constitution d'ACI doit avoir un impact de proximité au travers donc, des territoires que j'ai cités. Et chaque territoire chez nous est vraiment géré de manière complètement indépendante parce qu'on ne travaille pas et on ne s'insère pas dans un écosystème stéphanois comme on le fait dans la vallée de l'Arve, par exemple. Les problématiques sont différentes, les organisations de formation autour sont différentes, les histoires sont différentes, donc c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de travailler en partant encore une fois de ce terreau et de cette histoire pour pouvoir les accompagner sur les métiers de demain. Et dans cette société à mission, on a pu identifier et mettre en œuvre un plan d'action sur le côté économique, sur le côté social, sur le côté sociétal et évidemment sur le côté environnemental. Alors qu'on trouvait que la partie RSE était peut-être un peu plus galvaudée ou restrictive dans l'état d'esprit. Et cette mission nous a obligés, entre guillemets, donc d'ouvrir l'ensemble des composantes que j'ai citées, avec des objectifs précis, partagés par l'ensemble du board et des actionnaires. Et donc aujourd'hui, on a un vrai engagement où on est convaincu qu'on peut évidemment avoir une société qui gagne de l'argent pour pouvoir continuer à grossir, à investir, et c'est ce qui permettra d'assurer la pérennité, mais également tout en contribuant au développement de la formation des futurs employés, mais également des associations autour de nous, également de nos partenaires, parce qu'on essaye au maximum d'être proche de nos clients et de nos fournisseurs. On a un tissu incroyable en France avec... moi, je suis quand même sur des marchés plutôt de niche à faible volume, hein, la défense, l'aéronautique que je vous ai cité, l'énergie. Ce sont des faibles volumes pour lesquels, la plupart du temps, on a une chaîne de valeur qui, dès l'amont, est quasiment maîtrisée par la France, puisqu'on a un fournisseur extraordinaire qui s'appelle Aubert & Duval, qui est dans notre région, qui est à côté de chez nous, et qui a une pépite en termes d'outils industriels et qui a quelques kilomètres, on est capable de faire donc, des pièces très, très importantes et à forte valeur ajoutée. Et en plus, dans cette, je dirais, prise de décision d'avoir systématiquement l'ensemble de ces objectifs, dès la création d'un territoire et dès la création, on va dire, de rentrer dans une filière, on prend en compte tout l'aspect du donc CO2, de l'intrant au sortant, parce que d'abord, on anticipe évidemment, compte tenu de l'augmentation de notre taille, à l'arrivée de la taxe CO2, donc de toute façon, il y aura un impact économique au final, mais quand même au-delà, on essaye de réfléchir effectivement à avoir les partenaires les plus proches. Ça réduit le délai, ça réduit le BFR, ça réduit le CO2, donc c'est quand même, on est vraiment dans quelque chose de vertueux. Donc, encore une fois, hein, moi j'étais en Asie, on travaillait à 10 € de l'heure sur certains pays, on n'avait que ça, entre guillemets, comme élément de prise de décision, sauf que quand on faisait le coût global et le délai, c'était du délire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, et là aussi on a la chance, j'espère, une prise de conscience d'un certain nombre de directions des achats de grands groupes, que c'est important d'avoir des doubles sources, que c'est important de sécuriser. Profitons en tout cas de cette brèche pour leur amener cette nouvelle offre, même si aujourd'hui la partie CO2 ou autre n'est pas vendeur, hein, ça ne leur parle pas, mais c'est pas grave. Nous, on sait qu'au travers de cette brèche, on est capable, en sous-marin, de mettre en œuvre quelque chose que l'on trouve intelligent et qui répond aux besoins de l'ensemble de notre planète à demain. D'accord, donc tu dis, donc ça, cette dimension RSE. Dis-moi, quand on parle du leadership dans ton ADN, en fait, tu peux me dire ce que tu entends par c'est le lien que tu viens de faire, mais il y a quoi précisément dans ce leadership? C'est quoi ce modèle? Qu'est-ce que tu y mets dans le leadership responsable? Qu'est-ce que tu y mets comme dimension, en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme… La première, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble de nos managers, on leur demande des objectifs précis, hein, mais pour qu'ils sortent également de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir une activité au sein de l'écosystème.
On leur demande tout simplement parfois d'être membre de jury d'école à proximité. Hein. On peut leur demander d'être support d'association parce qu'on trouve la cause extrêmement noble. Voilà, en tout cas, on leur exige de ne pas rester à 100% pour le groupe, mais de sortir. Et en plus, de toute façon, aujourd'hui, la marque employeur est d'une importance telle avec cette nouvelle génération qui arrive, qui demande, qui est extrêmement exigeante. Elle a raison. Elle ne nous demande pas un travail. Elle nous demande un travail dans lequel elle va s'éclater et qui, en plus, va avoir un impact positif de manière globale sur la planète. Donc, il faut aussi qu'on aille vers eux et qu'on leur montre que oui, on peut avoir des annonces, on peut avoir des superbes communications, mais dans notre quotidien et au plus près. Donc vraiment, nos managers, quand j'appelle nos managers, c'est notre middle management, hein, qui les voit parfois dans un CFAI parce qu'ils vont aller pour un jury, parce qu'on va faire des journées portes ouvertes régulières pour faire connaître, parce que voilà, je pense que dans le leadership, on demande à tout le monde d'être ouvert et d'avoir cette acceptation de oser et de l'échec. Pour moi, c'est vraiment ces deux piliers que je demande à l'ensemble de nos managers. Après, le reste, s'ils sont ultra performants sur d'autres domaines, tant mieux. S'ils ont des difficultés, on essaie de les accompagner. Mais s'ils ont passé de là, très compliqué pour le coup de rester avec nous parce que on ne peut pas concevoir, nous, qu'on travaille tout seul et qu'on travaille focus juste sur notre activité de 9h à 5h et on repart. Oser, est-ce que ça veut dire aussi que tu leur demandes de prendre des initiatives, par exemple? Est-ce que ça s'incarne comme ça dans ton leadership, en fait? Nous, ce qu'on appelle une UAP, hein, une unité autonome de production, c'est-à-dire dans l'usine, il y a des UAP. Le patron de l'UAP a totale autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quasiment son PNL. Hein. Il a son plan d'investissement, il a les recrutements dont il a le droit, etc. Par exemple, un recrutement au niveau d'une UAP se fait au niveau de l'UAP. S'il demande du support de la DRH, il l'aura. S'il ne demande pas, il est complètement autonome. Il n'y a pas besoin de passer par un processus ultra figé. Donc voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, on me dit, c'est ta micro-entreprise. Et même pour aller au-delà aujourd'hui, il y a certaines UAP où on a un leader qui est extrêmement performant. On sent que c'est des gens qui sont limite entre l'entrepreneuriat et le salariat. On leur dit, monte ta propre entreprise avec nous, et faisons quelque chose ensemble. Donc, c'est parce que ça sera aussi demain, je pense, une obligation de notre part d'accepter de l'intrapreneuriat au sein de nos organisations. Donc, on les pousse en leur disant on a décelé chez toi et on sent chez toi cette fibre d'autonomie peut-être un peu plus poussée entrepreneuriale, on va le faire ensemble. Voilà. Est-ce que quand tu leur demandes d'oser, je reprends la question de Catherine qui nous dit est-ce que les gens demandent facilement de l'aide? J'interprète ça par est-ce que ce que tu dis, oser et donner le droit à l'erreur, fait qu'en fait, les gens ont plus tendance peut-être à venir avec leur vulnérabilité aussi, et pas dans le je suis fort et je sais tout faire. Est-ce que tu remarques que ça change les comportements aussi par rapport à ça, toi, dans la manière, dans l'interaction que tu peux avoir? Il faut du temps, il faut démontrer qu'encore une fois, on l'incarne au plus haut niveau. Et il faut beaucoup d'humilité avec l'ensemble des collaborateurs pour leur démontrer que on a mis en avant des gens qui ont osé quelque chose, on a mis en avant des échecs, parce que là aussi, ils ont appris, mais on peut faire apprendre à tout le groupe. Donc, on a des échecs qui sont ultra intéressants en termes de REX pour le groupe, et ça, on le diffuse. Voilà, on ne fait pas que diffuser, par exemple, nos résultats qualité, sécurité, économique. Non, on diffuse également des REX d'erreurs qui ont été faites sur certains sites. Et on a fait, j'ai fait, parce que je dis on avec Patrice, mais pour le coup, c'était ma décision. J'ai fait une erreur sur une décision de reprise d'une société où on n'aurait même pas dû se positionner sur le dossier. Derrière, on a fait une communication au COMEX et au CODIR. On a demandé de le faire sur les territoires en expliquant pourquoi j'avais fait cette erreur et comment on avait géré, entre guillemets, l'erreur derrière. Voilà, parce que je pense que c'était important d'expliquer que moi aussi je me trompe et j'ai le droit et je le dis et tout le monde doit le savoir. Donc, pour répondre, oui, les gens aujourd'hui le font de plus en plus facilement, mais maintenant on n'a que 3 ans. Donc on a des sites, et comme je vous dis, quand on a des sites qui viennent plutôt d'organisations ultra figées depuis 30 ans, on ne leur retourne pas en 3 ans.
Et on a des gens qui sont, entre guillemets, parce qu'ils sont traumatisés sur la prise de parole, la prise d'initiative. Et il y a des gens, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ils ont 58, 59 ans, ils savent ils sont au bout de leur carrière, et ça, c'est peine perdue. Il y a plein de questions, Philippe, si tu veux t'en emparer, regarde. Et puis tu vois, alors, chaque société a leur service RH notamment, ou d'un point de vue global, est-ce qu'ils ont l'ensemble des processus support en autonomie? C'est la question. Alors, pas chaque, parce qu'on a des structures qui sont 10, 15 personnes. Alors, ils ont à minimum, on a une personne administrative qui est la correspondante ou le correspondant sur la partie sociale, notamment financière, etc. Et là, c'est des gens qui font beaucoup plus appel au central pour venir les aider. Mais sinon, effectivement, on a amené de la compétence par de la formation sur tous les sites, sur la partie, alors nous, on n'appelle pas ça une responsable RH, c'est une responsable sociale et sociétale chez nous. Comme on n'a pas de DAF, ça aussi, ça perturbe beaucoup aujourd'hui l'ensemble de mes partenaires financiers, parce que quand ils me disent vous avez un COMEX, il n'y a pas de DAF. Bah non, le DAF, c'est moi. Et aujourd'hui, on a un reporting automatique. Je n'ai pas besoin d'avoir un DAF qui me fait des tableaux Excel toute la journée. Donc voilà. Donc c'est vrai que on a une organisation très atypique sur le COMEX et le CODIR, je le conçois. D'autres questions? Y a-t-il des partages de bonnes pratiques entre vos différentes UAP? Et si oui, comment elles sont organisées? À quelle fréquence? Alors non, non, parce qu'on a créé notre premier séminaire hier. On a fait le lancement de notre premier séminaire hier avec le regroupement de l'ensemble des sites que nous avons achetés. Donc, on a 21 entreprises, on a 17 sites. Et c'est la première fois où on s'est senti plutôt avec une base solide. Et notamment aussi, on a structuré notre COMEX, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui nous ont rejoints. Et donc, on a lancé notre projet qu'on a appelé ADN 2025 hier, pour que les gens se parlent, se connaissent, etc. Donc, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on ait des synergies. Alors, au sein des territoires, il y en a, mais au sein du groupe, on a lancé ça qu'hier. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive maintenant à accélérer avec un rituel qu'on a mis en place tous les 6 mois sur le suivi de ce projet ADN 2025. Et au niveau territorial, c'est au niveau trimestriel. Oui, je crois que c'était la question de Marie-Vonne. Comment créez-vous le sentiment d'appartenance au groupe, en fait? Eh ben, là aussi, c'est un challenge, puisqu'on reprend des entreprises qui sont centenaires, qui ont une vraie histoire, une vraie identité. Et c'est pour ça que ces aspects territoriaux sont très importants. Je vais vous prendre un exemple, la société Rabourdin, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, les centenaires, 4e génération, et c'est un fils Rabourdin qui nous vend l'entreprise. Passer après un fils Rabourdin et cette histoire est vraiment compliquée, parce que il y a un attachement très fort au nom, il y a un attachement très fort à la culture. Et donc, il a fallu en même temps que l'on respecte cette histoire et ce nom, insuffler quand même un changement, parce que c'était une entreprise qui est en train de s'endormir, avec en plus qui nécessite beaucoup entre guillemets, de nouvelles technologies. Donc, on a mis un e-commerce, on a mis des nouvelles fonctions, on va dire, de designers, etc., qui étaient à des années-lumière de leur culture et de leur histoire. Et là, ça nous a demandé beaucoup de temps. Mais en fait, il y a un tel attachement à l'entreprise que d'abord, c'est merveilleux de travailler dans cette atmosphère. Mais pour l'entreprise, je ne suis pas convaincu qu'ils le fassent au démarrage par des convictions, mais pour l'entreprise, ils sont capables de tout faire. Et donc, c'est vrai que ça a été, pour nous, la plus belle réussite, parce que si une entreprise aujourd'hui, elle est rentrée dans les premières, donc on a un peu plus de 2 ans, qu'on a transformé complètement en termes de business model, on a des résultats économiques ultra intéressants, et on a surtout aujourd'hui un CODIR qui nous apporte des idées, et je pense aujourd'hui qui sont les plus innovants du groupe. Et donc c'est vrai qu'en 2 ans, ils ont fait un pas en avant qui est pour nous là extrêmement riche d'enseignement et d'admiration, parce que il fallait quand même y croire sur ce type de structure. Donc, et ça, on le diffuse. Voilà, ça, on leur demande régulièrement de nous écrire leurs idées, ce qu'ils ont fait, et on le diffuse à l'ensemble des COMEX et des CODIR. Mais un autre exemple, hier, on a fait donc notre séminaire, les gens sont repartis, et il y a des gens qui ont fait, pendant le trajet en voiture, un résumé de tout ce qu'ils avaient vécu et nous l'ont envoyé. Donc, je trouve ça admirable de voir à quel point ils sont capables, en fait, de s'identifier à une nouvelle identité, ACI, parce que ça leur parle et parce qu'en fait, on partage les mêmes valeurs. Voilà, on s'appellerait ACI ou Pierre-Paul Jacques, c'est pas grave. On a les mêmes valeurs et on veut aller au même endroit. Tu peux nous le rappeler, ces valeurs qui sont ton pilier?
On a compris la liberté, en fait. Hein, c'est dans le oser, Philippe, il y a une notion de liberté, je sais qu'elle t'est chère aussi. Tu peux nous égrener 4 ou 5 des valeurs qui portent réellement cet ADN et qui sont déployées au travers du leadership. Ouais, bah alors, il y a évidemment derrière la partie liberté, donc il y a oser, il y a agir, il y a beaucoup d'agilité chez nous. Voilà, c'est pas, par exemple, là, on leur a donné une feuille de route de 5 ans, et je leur ai dit, ça se trouve, dans 6 mois, on va vous en présenter une où on a pivoté de 30 degrés ou de 50 degrés par des choix ou par des opportunités ou par des nouvelles convictions parce que certains marchés ne vont plus dans une direction qu'on imaginait, etc. Donc là, c'est pas toujours simple non plus, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'agilité. Et puis, il y a la maîtrise des risques. C'est-à-dire que nous, dans notre gestion quotidienne, on travaille au niveau des risques. Donc, quel est le risque social? Quel est le risque sociétal? Quel est le risque environnemental? Quel est le risque économique? Quel est le risque sécurité? Voilà. Et c'est vrai que quand on présente des projets ou quand on discute avec nos managers sur des investissements, des projets, etc., on le fait systématiquement avec une approche des risques. Et je mets toujours le risque économique à la fin. Voilà. C'est quel est notre risque de ne pas recruter, c'est-à-dire de ne pas avoir les bonnes personnes au bon endroit dans 10 ans? Quel est notre risque de ne pas avoir la bonne technologie? Quel est notre risque d'avoir pollué, que ce soit nos sols donc pour une revente demain ou pour avoir des problématiques environnementales? Quel est notre risque d'avoir une pénurie énergétique? Quel est notre risque d'avoir une pénurie matière, etc., etc. Et en fait, quand on répond à tous ces risques, en général, on modifie énormément le projet initial qu'on avait imaginé. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de parler de la partie économique, de toute façon, tant qu'on n'a pas figé ça. Ok, donc tu nous parles agilité, donc prise de risque en fait, et puis liberté. Dis-moi, comment tu fais pour, et puis tu parlais d'autonomie tout à l'heure, comment tu fais pour que tu puisses à la fois avoir des processus efficaces, parce qu'il faut délivrer, et de manière, puis tu parles dans la défense, je pense que, enfin, notamment, c'est quand même, tu as un niveau d'excellence et d'exigence de délivrabilité qui est très fort. Donc avec des processus qui peuvent être extrêmement normés, et tout ça en donnant une liberté, une autonomie à tes salariés en fait. Est-ce que c'est pas paradoxal en fait? Comment tu arrives à faire les deux en fait? Ça pourrait l'être si on l'écrit, sauf que, comme je l'ai dit, on a une chance incroyable, c'est qu'on a un savoir-faire et une formation en France qui est remarquable. J'ai rarement vu, moi, sur les autres pays, des niveaux de performance et de qualité comme on peut avoir chez nous. Et bien souvent, les erreurs que je peux voir, moi, on parle vraiment qualité, hein, on dit c'est souvent des erreurs humaines, certes, mais parce qu'en fait, on les a contraints. Si on n'enfantilise pas et si on ne processus pas tout ce que font les gens, mais les gens ne sont pas bêtes, les gens savent prendre de l'initiative et savent faire face à l'ensemble des petits aléas qu'ils peuvent avoir tous les jours. Sauf que quand on commence à tout processer, quand on commence à mettre une rigidité sur tout, en fait, dès que ça ne fonctionne pas, les gens sont perdus et en perdent quasiment, je dirais, le bon sens. Moi, aujourd'hui, je prends souvent la sécurité comme exemple. L'histoire d'entreprise peuvent l'expliquer, mais c'est vrai que ça me surprend toujours que quand j'arrive dans un site où je vois marqué sur la rampe tenir la rampe, je me dis, mais pour en arriver là, c'est que vraiment on a des gens qui sont devenus des robots et qui ne réfléchissent plus. Enfin, et en fait, sans leur dire, mais par de l'éducation, par de la formation ou par tout simplement la vie de tous les jours, les gens font pas tant de bêtises que ça. Et quand on a je pense, cette autorisation de sortir du cadre parce que, la gamme devait faire ça et je vois qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pour telle et telle raison, mais je sais m'en sortir. En réalité, l'impact qualité est très faible et c'est vrai qu'aujourd'hui, on délivre très bien. Et c'est ce qui aussi permet d'avoir les résultats économiques que l'on a. Mais oui, ça peut être antinomique quand on l'écrit. Mais en réalité, je pense que plus on laisse d'autonomie, plus on forme les gens aussi à l'avoir, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas non plus que des stars derrière les machines, mais la plupart le sont. Et la plupart sont vraiment des gens qui connaissent leur travail et qui aiment leur travail. Et il faut partir de stéro pour les accompagner pour grandir, mais pas faire l'inverse. Je pense qu'en fait, le fait de mettre du process et de la procédure partout, on part à l'envers, c'est-à-dire qu'on les infertilise, on essaie de les faire grandir. Voilà, bon, après, c'est notre choix. Je vais répondre à une question parce elle me paraît aussi importante. Que veut dire ACI? En fait, ACI, c'est Alliance de compétences industrielles. Donc, on parle vraiment des territoires où il y a de la compétence,
Et c'est vrai que nous, on est né dans l'industrie, on aime l'industrie. Par contre, notre job et notre mission, c'est maintenant comment je rapproche la French Fab et la French Tech. Parce que c'est ce qui fera notre French Fab de demain. Il y a autonomie et responsabilisation. Je sais que responsabilisation aussi, c'est une chose importante. Comment on en parle beaucoup. Et c'est les deux. Là, dans la question que pose Alexandre, c'est comment on allie les deux, en fait. Comment tu allies les deux, toi? Alors après, attention, l'autonomie et notre mode de management ne veut pas dire absence d'exigence. Donc nous, effectivement, notamment nos patrons de BU, il y a la question, ils ont une autonomie, par contre, complète sur leur PNL. Donc, ils délivrent. On a été chercher des talents. Ce n'est pas pour expliquer aux talents comment arriver au résultat. Il le fait comme il a envie. Par contre, s'il est en difficulté, on est là. S'il n'atteint pas les résultats et qu'il n'a pas fait part de ses difficultés, là, par contre, on estime qu'il n'a pas fait son job, qu'il n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Parce que on est là en bienveillance, donc il se doit de nous dire, les gars, j'ai une problématique sur telle et telle thématique, venez m'aider, etc. Et parfois, évidemment, on a certains patrons de BU qui, soit par de l'ego, soit par d'autres raisons, s'enfoncent dans une problématique. Et donc, effectivement, on n'arrive pas à délivrer, en tout cas, un des résultats. Alors, tant que ça reste le résultat économique, personnellement, j'interviens très rarement, parce que c'est bien aussi qu'ils se plantent. Quand c'est une problématique plutôt sociale et sociétale, alors j'interviens rapidement. Parce qu'il y a aussi l'image de l'entreprise et les valeurs que l'on donne à l'extérieur de l'entreprise qui, là, pour le coup, vont me déranger. Voilà, donc on peut être extrêmement compréhensif sur des thématiques, mais comme on peut être extrêmement dur sur une absence de valeur, en tout cas un comportement et une réaction qui ne correspond pas du tout à tout ce que j'ai pu vous expliquer depuis tout à l'heure. Voilà, ça, c'est vrai que... Et bon, en grandissant, peut-être que je me calmerai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui manque de respect ou quelqu'un qui ne travaille pas sur les thématiques, par exemple, de l'inclusion. Moi, aujourd'hui, quand un patron de BU me dit j'ai du mal à recruter, je lui dis ça, je le sais, tout le monde le sait, mais par contre, qu'est-ce que tu fais pour recruter? Et s'il m'explique que la seule chose qu'il a mis en place, c'est de discuter avec des agences d'intérim ou 3 écoles, je comprends en fait pourquoi il n'arrive pas à recruter. Parce qu'aujourd'hui, notre potentiel de recrutement, il est beaucoup plus vaste. On a évidemment toutes les personnes qui sont exclues du système ou qui ont eu des parcours de vie extrêmement difficiles, qui sont aussi un potentiel et un terreau permettant de venir chez nous demain. Donc, il faut qu'on ait des relations avec... alors, on va prendre la partie handicap parce que c'est quelque chose qui va parler et qui est quasiment présent chez tout le monde. Mais on travaille, nous aussi, par exemple, avec un certain nombre d'associations pour la reconversion de gens qui ont fait, par exemple, de la prison, pour les anciens militaires, les anciens gendarmes, etc. Donc, il y a quand même énormément de populations aujourd'hui qui ont un accès au travail qui est difficile et nous, qui n'allons pas vers eux. Donc voilà, là par exemple, ça va être un niveau d'exigence qu'on va dire à un patron de BU. Si à la fin de l'année, il nous explique j'ai été incapable de recruter, donc je n'ai pas été capable de délivrer le business plan, alors qu'il a juste 3 contacts en agence d'intérim, alors là, on va lui dire que tu n'as pas fait ton job. Tu penses, Philippe, que ton modèle, il peut se dupliquer, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu es en train de montrer le chemin, ou tu peux montrer un des chemins? Parce que je sais que tu es très actif, notamment dans des associations ou dans des groupes là, vous êtes présent dans la vallée de l'Arve et il y a des groupes et des industriels, en fait, qui ont dû te voir arriver comme un ovni aussi. Je crois qu'on en avait parlé quand on a préparé. Est-ce que tu montres un chemin? Tu peux éclairer? Enfin, c'est un chemin. Est-ce que tu penses quoi si on prend un peu de hauteur sur justement ce monde industriel, le leadership industriel, il aurait quoi comme place? Comment tu vois ça? Je pense pas qu'on soit précurseur, c'est qu'on a la chance d'avoir été à l'étranger et quand même de nous avoir ouvert l'esprit en termes managérial et d'approche sociale, parce qu'encore une fois, le sud et le nord de l'Asie sont extraordinaires, mais totalement opposés. Et c'est cette, je pense, complémentarité qui a fait aujourd'hui nos convictions et nos valeurs. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est que je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui, de toute façon, va transformer l'ensemble de l'écosystème. Ils vont transformer le fait qu'ils n'accepteront pas demain de faire des choses idiotes, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ont un impact négatif sur la planète, etc. Donc, cette nouvelle génération, de toute façon, vont accélérer, encore une fois, ce changement managérial de manière obligatoire. Donc, moi, je suis entre deux souvent parce que, tu l'as dit, on est dans plusieurs syndicats, on est dans plusieurs associations où, la plupart du temps, j'ai des 50-60 ans.
Et aujourd'hui, on embauche plutôt des 20-30 ans. Donc, moi, j'ai 43 ans, je suis un peu entre les deux. Et j'essaye de faire le relais en disant aux anciens, de toute façon, si vous ne voulez pas changer, la nouvelle génération va vous faire changer. Alors, pour éviter que ce soit violent et agressif, essayons peut-être de faire un pas chacun vers les autres et regardons ce qu'ils attendent, qui n'est pas forcément non plus stupide. Par contre, ils le veulent peut-être trop vite aussi. Ils veulent des changements qui sont ultra rapides. Et l'industrie, c'est quand même une industrie lourde, qui demande des investissements lourds et qui ne pivote pas comme une start-up ou du tertiaire en 6 mois. On peut le faire pivoter, mais sur plusieurs années. Donc voilà, il faut aussi trouver, également chez les jeunes, vous voudrez au bout de 6 mois être entrepreneur, faire ci, faire ça, attends, apprends. Nous, on est passé aussi par là, on a été 10 ans salariés, on a appris des règles, on a appris des codes, on a appris des outils, on a appris des réseaux. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis de nous donner tous les moyens de faire le projet qu'on voulait. On ne l'a pas fait au bout de 6 mois. Donc, je pense effectivement aujourd'hui que sur nos territoires, on est plutôt différenciant dans notre approche managériale, mais aussi dans notre business model, puisqu'on se retrouve avec peu de concurrents face à nous. On a plutôt des concurrents par filière, puisque, encore une fois, des grosses ETI se sont construites, mais par filière. Une grosse ETI dans l'aéro, une grosse ETI dans l'automobile, etc. Donc, sur les multimarchés, on est plutôt seul. Mais en plus, voilà, on est assez jeune et on essaye de faire ce lien, comme on le peut au sein des syndicats, pour apporter ce changement et dire de toute façon la nouvelle génération ne rentrera pas, elle est carrée, nous on est rond, ça ne matche pas. Donc il faut à un moment donné que tout le monde arrive à mettre du lien pour qu'il y ait une passation de compétences, de savoir et que nos industries perdurent. Donc, effectivement, cette nouvelle génération, ça veut dire un changement de mindset, en fait, Philippe, c'est ce que tu es en train d'expliquer, un changement de culture de leadership. C'est ça qu'il faut accompagner, c'est ça c'est le chemin que tu ouvres, en tout cas, toi, au milieu, en fait, parce qu'il y a des questions qui me disent, et les quarantenaires, il y a de la place pour les quarantenaires entre les 60. Oui, il y a de la place, la preuve, c'est Philippe qui montre le chemin parce qu'il est poussé aussi par les nouvelles générations et comme tu le dis, qui elles vont, c'est elles qui vont demain diriger nos entreprises et dès aujourd'hui rentrer dans ces entreprises. Et elles ont besoin qu'il y ait du sens, elles ont besoin elles ont d'autres aspirations que celles qu'on avait à 50, 60 ans dans un modèle. Donc oui, et je te rejoins, il y a un besoin d'accélération aussi parce qu'ils sont, voilà, ils poussent derrière. Donc il y a un besoin de pivoter assez rapide à la vitesse que le permet l'entreprise. Il y a une question que je vais répondre. Vas-y. Je serai prêt à intervenir pour une formation avec grand plaisir. Je suis également, j'ai deux casquettes supplémentaires et complémentaires à mon activité que je souhaite vous présenter. Je suis donc CCEF, donc chargé du commerce extérieur français, et qui nous demande quand même là aussi de donner de notre temps pour aller voir des jeunes, pour leur expliquer l'importance aussi de l'international, pour aller voir également des dirigeants, pour les aider à partir sur un certain nombre de pays dans lesquels on a été, on a nos réseaux. Donc, c'est quand même là aussi notre ADN de donner et d'être présent et de s'auto-enrichir. Donc, avec grand plaisir pour participer, si besoin demain, dans une conférence, dans une formation, etc. Déjà au titre des CCEF, mais pas que. Et vous voyez, je vais vous donner une expérience de vie que j'ai vécue pas plus tard que lundi matin par les CCEF qui était extraordinaire. C'est le concours des CCEF. Donc, il y a un concours BTS et ingénieurs, donc des jeunes qui viennent et qui présentent des dossiers qui ont eu un impact, qui ont travaillé sur l'international. Et donc, à la fin, on va élire le meilleur dossier, donc le prix des CCEF. Et j'ai vu un jeune de 22 ans qui est venu me présenter un projet, qui est un Syrien, qui est arrivé en France il y a 3 ans, qui aujourd'hui parle français comme nous, et qui a eu des mots pour vendre son entreprise et son projet, mais alors plus que remarquable. Et en fait, à la fin, il me dit, maintenant, je vais partir en VIE à Dubaï, etc. Et je lui dis, malheureusement, tu peux pas, puisque tu n'as pas la nationalité française ou européenne, tu ne peux pas partir en VIE. Et je l'ai vu s'effondrer. Mais je lui dis, par contre, tu vas pouvoir partir dans d'autres cadres. Et donc, donne-moi ton CV, je vais le diffuser au sein des CCEF. Je l'ai fait le lundi soir. Et le mardi matin, il avait une mission. Donc, c'est là qu'on voit que dès qu'on a quelqu'un de motivé, et les CCEF nous aident beaucoup à rencontrer des gens dynamiques là-dessus. Et ma deuxième mission, c'est que je suis également ambassadeur du G20 des jeunes entrepreneurs, puisque j'ai eu la chance de faire 3 fois le G20 des jeunes entrepreneurs. Et maintenant, on a des ambassadeurs par région. Donc, je représente la région Aura. Et donc, si vous avez des gens, des pépites d'entreprise que l'on pourrait présenter au comité national et qui partiraient donc demain avec la délégation française, donc 2 seuls critères, c'est avoir moins de 45 ans comme dirigeant et 10% minimum de chiffre d'affaires à l'export.
bah, n'hésitez pas à me les présenter parce que ce sera avec grand plaisir qu'on pourra présenter des pépites de notre région au niveau national. Bon, super. Et tu as même des témoignages qui témoignent que, effectivement, J'ai c'est pas pas vu ce que tu Caroline. dis, tu vois. Bonjour Caroline, je n'avais pas vu. Bon, super, Philippe. La dernière chose, parce qu'effectivement, on va clôturer cette matinale, à moins qu'il y ait d'autres questions là qui viennent et que tu veux t'en emparer, si tu veux, je te rebalaye. Oui, il y avait une question qui me semblait intéressante. Jusqu'où tu vas aller, en fait, Philippe? C'était un peu la question qui disait, jusqu'où tu vas faire grandir le groupe? Alors, on n'a pas d'ambition de chiffre d'affaires réellement. Par contre, on sait qu'il y a des tailles critiques, hein, parce qu'il faut des tailles critiques pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions d'un point de vue aujourd'hui, ne serait-ce que des tailles critiques en approvisionnement, des tailles critiques en recrutement, etc. Aujourd'hui, on part plutôt sur un 200 millions de chiffre d'affaires parce qu'on se dit que 50 millions par business peut être acceptable, mais peut-être qu'on s'arrêtera avant, peut-être qu'on ira au-delà parce que je dirais qu'aujourd'hui, on ne se donne pas de limite avec Patrice, notamment dans l'intégration de la chaîne de valeur. Plus on pourra assurer notre autonomie nationale et voire européenne, et plus on le fera. Parce que s'il y a un sens, c'est notre job d'accepter de prendre des risques pour pouvoir construire quelque chose vraiment qui répond à nos besoins de dans 10 ans ou dans 20 ans ou des autres générations. Donc, comme ça, instinctivement, je vous dirais 200 millions, mais c'est peut-être stupide parce que dans 2 ans, je vous dirais qu'on s'est arrêté à 150 et on voyait que c'était suffisant, ou alors on a une opportunité, on est monté à 500. Peu m'importe. Ce que je veux, c'est qu'on arrive à garder des gens motivés, impliqués et qui s'éclatent chez nous et qu'on soit capable, avec notre parc employeur, d'attirer plein de talents demain parce qu'ils auront vu que chez nous, c'était un petit peu différent d'ailleurs. Voilà. Donc, mais il faut que notre job reste un jeu et voilà, on est de passage tellement rapide sur cette petite terre que je veux pas qu'on se prenne la tête là-dessus. Bon, super, très pragmatique. Philippe, dernière chose. Tu as choisi, et je t'en remercie, d'intégrer notre écosystème, l'écosystème de la Fabrique des leaders éclairés, à la fois pour accompagner tes équipes et puis pour toi, puisque tu vas faire partie du collège des dirigeants dans le think tank qui démarre le 20 septembre. Pourquoi ce choix, en fait? Parce que là aussi, c'est chouette que vous lancez, le fait qu'on puisse se rencontrer, le fait de voir des gens dans d'autres univers, avec d'autres expériences. Et moi, c'est des rencontres qui m'ont enrichi toute ma vie. Et on se doit d'abord de donner ce qu'on a eu. Et puis en plus, encore une fois, c'est l'opportunité d'aller chercher des idées ailleurs, des réflexions différentes et une remise en cause permanente. Et moi, je fonctionne comme ça et je trouve que c'est ce qui nous enrichit et nous garde les pieds sur terre tous les jours. Donc, quand il y a des belles initiatives comme ça, qui nous sortent là aussi de notre environnement, parce qu'on a beaucoup quand même d'associations ou de clusters, mais qui sont par métier, donc qui nous gardent entre guillemets quand même dans un écosystème, un paradigme. Là, l'avantage, c'est que c'est complètement ouvert, et donc bravo. Et je trouve ça très intéressant. Il y a une petite question, parce que c'est marrant, Vas-y. les polémiques sur la semaine à 4 jours, pour moi, elle n'est pas polémique du tout. Et là aussi, par exemple, nos UAP, ils travaillent en 1, 8 en 2, 8 en 3, 8 le week-end, en 4 jours, en 3 jours, peu m'importe. Ils font le résultat de ce qu'on attend, ils s'organisent comme ils ont envie. Moi, ça m'est complètement égal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas mis en place d'accords sociaux au niveau du groupe, parce qu'il faut que ce soit géré au niveau local. Chaque territoire, là aussi, je vais prendre des exemples, mais la vallée de l'Arve, on a peut-être 30% de nos collaborateurs qui sont agriculteurs et donc ont des besoins de temps, que ce soit le week-end, que ce soit en certaines saisons. Et ils s'organisent, ils travaillent parfois 4 jours, parfois 6 jours, le week-end. Ça m'est complètement égal. Moi, c'est le résultat qui compte. Très bien. Donc, c'est une bonne illustration de l'autonomie que tu laisses et de la liberté que tu laisses aux gens, en fait. Voilà. Pour pas être. C'est pas polémique. C'est pas polémique. Voilà. Bon, super, Philippe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou répondre à une dernière question ou pas? Tu pourras donner mes coordonnées à quiconque le souhaite et c'est avec grand plaisir. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir consacré également 1 heure à m'avoir échangé parce que potentiellement demain, on pourra échanger et s'enrichir mutuellement. Donc voilà. Merci Philippe, merci bien à tous et à toutes en fait. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Merci Philippe d'avoir répondu avec ton cœur et avec toute la transparence que tu as et le pragmatisme parce que c'est ce qui ressort en disant c'est super parce que c'est à la fois Philippe est un visionnaire mais à la fois quelqu'un qui a les pieds sur terre en fait. C'est ça qui fait aussi pour moi un leadership éclairé. C'est qu'il a un train d'avance, il a la tête dans les nuages mais il sait aussi être très très pragmatique.
Donc, merci Philippe pour ton intervention et merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt le mois prochain. Donc, voilà, donc inscrivez-vous dès maintenant sur c'est Rama qui est VIP de Bayer Crop Science, une des seules femmes qui fait membre et la première à avoir été membre du comité de direction de Bayer en Allemagne et qui s'occupe du département d'innovation, qui nous fera le lien justement entre la créativité et le leadership en fait. Comment est-ce qu'on libère la créativité sur les équipes, surtout quand on est justement orienté et qu'on doit innover et que c'est la mission du département qu'elle manage. Donc voilà, merci à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir.